Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez et surtout que vous allez bien. Je vois que vous êtes nombreux déjà sur le chat, c'est super. Faites-moi un petit retour pour me dire si du coup vous avez une bonne visibilité, si vous avez un bon son. C'est génial, je vois que vous venez de la France entière, il y a du monde de toutes les régions, mais on a aussi du monde qui vient du Canada, nos collègues hygiénistes, c'est super. On a du monde de la Guyane, de la Corse, je suis super contente. Alors n'hésitez pas, faites-moi un petit retour avant qu'on commence, comme ça on est sûr que vous m'entendez bien, que vous avez un bon visuel sur le PowerPoint. Et comme vous pouvez le voir, on est bien sur l'hygiène et la stérilisation. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont reçu un message avec une erreur qui parlait d'une gestion et de la reprise en fait du cabinet. Donc là, on est vraiment sur une vidéo sur l'hygiène et la stérilisation. Alors, si tout le monde est OK, on attend encore un tout petit peu qu'on ait vraiment tout le monde. Si le son est super et si tout fonctionne bien, on va attaquer. Préparez vos stylos ou vos PC. C'est vrai que maintenant, on ne sait plus trop comment procéder. Et sachez que de toute façon, il y a aussi en modérateur mon collaborateur qui sera là. Vous pouvez me poser des questions pendant toute cette conférence. J'essaierai de faire des petits breaks. Par contre, vous êtes nombreux et nombreuses, hein, bien évidemment, donc j'essaierai de faire au mieux. Et quoi qu'il arrive, en fin de session, on fera un petit point sur des questions-réponses pour qu'on puisse vraiment échanger un peu plus et de manière plus particulière. Voilà. Donc, si tout est OK, on va attaquer doucement. Préparez vos questions au cas où à l'avance et c'est parti pour nous. Alors, hygiène et stérilisation, finalement, et si on révisait nos pratiques, c'est le terme de cette classe virtuelle aujourd'hui. Alors, j'ai pensé cette formation pour essayer de voir ensemble, finalement, les 10 erreurs à ne pas commettre en stérilisation. Les 10 erreurs qu'on peut faire finalement au quotidien parce qu'on a pris certaines habitudes, parce qu'on a appris comme ça aussi et que les pratiques ont évolué. Donc, bien évidemment, je ne vais pas vous apprendre à faire votre stérilisation. Je sais que vous êtes toutes hygiénistes pour certaines, assistants et assistants dentaires, peut-être aides dentaires, ou même peut-être chirurgiens dentistes, parce que je sais qu'ils sont là aussi. Et d'ailleurs, bravo à vous, praticiens et praticiennes qui suivez des formations pour permettre à vos assistantes aussi d'avoir des meilleures pratiques. C'est super. Et là, on va voir ensemble, en fait, quelques petits détails, comment revoir un peu nos protocoles. Et j'espère peut-être que pour certaines, je pourrai vous apporter de nouvelles notions. Ça sera ma petite victoire de la journée. Alors, pour commencer, on va voir le premier point ensemble qui est pour moi extrêmement important, c'est ne pas travailler équipé. Pour moi, c'est vraiment la première erreur, ne pas travailler équipé. Alors, vous allez me dire en quoi ne pas travailler équipé est réellement lié à la stérilisation et une éventuelle faute de stérilisation. Alors, pour la simple et bonne raison, finalement, que si vous ne travaillez pas équipé, vous prenez des risques, très bien des risques inutiles, que ce soit dans un premier temps pour les patients, mais également pour vous. Alors, assistant dentaire, dans notre quotidien, on fait beaucoup de démarches, beaucoup de notions de prévention, notamment sur l'asepsie. Donc l'asepsie, par définition, c'est les méthodes qu'on va mettre en place pour réduire tout ce qui peut être contamination, qui sont imposées par de nombreuses structures comme l'ARS. Donc on va en fait mettre en place un ensemble de mesures pour éviter tous ces risques et potentiellement éviter ce qu'on peut appeler aussi des infections nosocomiales, parce qu'il faut quand même savoir que avant, les infections nosocomiales étaient réservées exclusivement aux établissements de santé, aux hôpitaux, mais depuis quelques années, ça concerne aussi les cabinets libéraux. Donc, il faut vraiment le prendre en compte. Je sais bien que vous avez bien conscience des risques par rapport aux patients, que vous faites de votre mieux, que vous êtes rigoureux et rigoureuse, parce que je pense que sinon, vous ne serez pas en formation aujourd'hui avec moi. Mais il faut en fait essayer en fait de limiter les risques au maximum. Alors, je le dis souvent, mais finalement, on a vu pour les patients, mais la priorité, c'est également vous et d'abord vous. Donc, vous devez limiter les risques pour vos patients, pour la bonne pratique du cabinet et pour finalement avoir une pratique qui est cohérente, mais vous devez aussi faire attention à vous. C'est pour ça que je veux vraiment qu'on voit ce point ensemble et qu'on voit les risques que finalement vous pouvez, dans votre pratique, encourir. Alors, quels sont ces risques? Alors, les risques, ils peuvent être multiples. Les risques, par exemple, de brûlure, effectivement. Quand vous êtes
au quotidien, que vous allez sortir une charge du stérilisateur, des fois, c'est extrêmement chaud, on peut se brûler. Donc ça fait partie des petits risques qu'on peut avoir au quotidien. Donc, on va falloir utiliser ces gants thermiques qui vous empêchent de vous brûler. On peut avoir des risques liés à des troubles, par exemple musculo-squelettiques. Donc ça va être lié à votre positionnement, à votre pratique, au fait que éventuellement votre plan de travail est trop bas ou que le stérilisateur n'est pas bien placé. Donc tout ça peut être des risques qu'on peut voir et qu'on va pouvoir essayer de limiter, si vous voulez. Mais là, moi, je voudrais vraiment me centrer sur un risque qui, pour moi, est essentiel et me focaliser sur ce point. C'est vraiment le risque qui est, pour nous, le plus important, c'est le risque d'AES, donc l'accident d'exposition au sang. Je pense que dans la pratique, tout le monde en a déjà entendu parler. Et comme cette image le montre bien, il suffit d'une seule fois. Donc, il faut faire super attention. Et le but de ce cours aussi, c'est de vous faire prendre conscience des risques et de mettre en place les mesures pour réduire ces risques. Alors, la définition, en fait, de cet accident d'exposition au sang, c'est, on peut, en fait, par une blessure, par une coupure ou par projection, rentrer en contact avec du sang ou un liquide biologique qui contient du sang et du coup rentrer dans une procédure qui va être très compliquée parce qu'il y aura potentiellement une contamination. Alors, réduire ces risques, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, comme c'est illustré, il y a 3 axes principaux. Donc, dans un premier temps, comme vous voyez ici, je suis en train de vous montrer, on a des axes qui sont un peu parallèles, mais qui sont importants. La vaccination, qui est obligatoire. Voilà, vous pouvez le voir, le Code de la santé publique nous l'impose, la vaccination contre l'hépatite B. C'est une mesure préventive pour éviter ce risque. S'il y a accident d'exposition au sang, si vous êtes vacciné, vous encourez moins de risques. Ensuite, en deuxième mesure parallèle, vous avez l'évaluation des risques qui va être liée à la profession. Donc, en fait, vous allez rentrer dans une démarche préventive par le biais du document unique. Alors, le document unique, je pense qu'on vous en avez entendu parler, souvent on entend parler au cabinet. C'est un document que, en fait, votre patron, votre employeur ou la société, finalement, est obligé de mettre en place pour mettre en place tous les protocoles de la structure et faire une évaluation des risques, poste par poste. Donc, c'est l'évaluation des risques des secrétaires, des chirurgiens dentistes et aussi du poste d'assistant dentaire. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'obligatoire. Et ça permet finalement de prendre des mesures qui vont être préventives parce que vous avez connaissance de ces risques. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur l'axe vraiment principal qui est là, c'est l'application des précautions standards. Effectivement, en tant qu'assistant et assistante dentaire, on est en contact direct avec des objets qui peuvent être coupants, tranchants et en contact éventuellement avec les accidents d'exposition au sang. Donc, on va mettre en place, pour nous, des actions de prévention en ce sens par des précautions standards. Alors, ces précautions standards, ça commence par un affichage obligatoire. Vous pouvez voir le document juste ici qu'il faut vraiment avoir au cabinet. Cet affichage, il va déjà d'une vous expliquer le protocole en cas d'accident d'exposition au sang et en plus indiquer par exemple à la personne qui vous accompagne comment procéder si elle ne le sait pas. C'est vraiment, vraiment indispensable d'avoir ces documents parce qu'il reprend toutes les étapes. Ça vous permet de connaître la marche à suivre, en fait, de connaître la marche à suivre, pardon. Si demain vous vous piquez, donc admettons demain vous êtes face à ce fameux accident, si demain vous vous piquez avec un dispositif médical qui finalement est souillé, comment vous allez devoir réagir? Les bonnes pratiques veulent que, par exemple, vous rinciez abondamment la zone qui a été piquée avec de l'eau ou du savon doux, et après, vous l'immergez dans un bain de daquin pour réaliser en fait cette désinfection. Ces documents-là, ils vous expliquent finalement toute cette démarche protocolaire pour que vous puissiez faire attention, vous, au quotidien, et que vous sachiez comment réagir. Ensuite, il faut aussi penser à l'après, c'est-à-dire que si vous êtes sujette à un accident d'exposition au sang, il va falloir faire une démarche donc de déclaration d'accident. Donc, il y a toute une partie, je dirais, administrative qu'il va falloir faire. Donc, c'est mieux aussi si vous vous faites accompagner. Ça, c'est des petits trucs et astuces parce que pour l'avoir vécu au cabinet, je peux vous assurer que c'est très gênant. C'est un protocole qui est très long et après, ça peut être un protocole qui va très loin. On préconise aussi d'essayer de savoir
à quel patient correspond l'instrument avec lequel vous vous êtes blessé. Alors, ce n'est pas toujours évident. Si demain, je prends un exemple, vous vous blessez en prenant votre panier de prédécontamination de la matinée, ça va être un peu plus compliqué de savoir avec quelle sonde vous vous êtes blessé et à qui elle correspond la sonde. Maintenant, si vous avez la possibilité de le savoir parce que c'est le kit du patient qui vient de partir du fauteuil, il faut essayer de le retenir pour lui demander de faire, par exemple, un bilan. Comme ça va vous permettre de faciliter en fait ces démarches parce que vous allez devoir faire un bilan sanguin, demander au patient de faire un bilan sanguin pour voir si éventuellement il est porteur ou non d'une contamination et pour être sûr, vous, de ne pas rentrer dans un protocole après qui est très lourd parce que on rentre dans un protocole en fait de thérapie, de sérologie et c'est extrêmement compliqué et extrêmement lourd. Moi, j'ai une collègue qui est rentrée là-dedans, elle devait aller faire des contrôles très régulièrement, elle a dû prendre des cachets. En plus de ça, elle était super fatiguée parce que les cachets, ça a impacté sur son état physique. Bon, bref, c'est vraiment quelque chose d'important. Le but, c'est que vous compreniez qu'en fait, il faut travailler avec les précautions standards, il faut être conscient des risques que vous encourez et que vous mettiez en place, en fait, tout ce qu'il faut au cabinet pour pas être confronté à ces risques-là. Tout ça, ça nous mène finalement à l'équipement obligatoire qui va définir ces précautions standards. Alors, l'équipement obligatoire, par exemple, pour la décontamination. C'est là où finalement il y a le risque est le plus important, où il y a le plus de risques. Donc, le premier point, pour la décontamination, on va mettre un calot ou une charlotte, ou les cheveux attachés minimum. Pourquoi? Parce que les risques de cheveux qui tombent et qu'il faut travailler toujours avec les cheveux attachés. C'est pareil, si vous mettez la charlotte, je suis désolée si vous avez fait une belle frange le matin, mais la frange, elle doit rentrer dans la charlotte aussi. Pareil pour ces messieurs, si vous avez mis de la cire et que vous êtes bien coiffé, vous allez être décoiffé après avoir mis votre charlotte, mais ça n'a aucun intérêt si vous mettez une charlotte et que vous laissez passer des cheveux. Non, c'est pas grave, on n'est pas super beau, mais on met la charlotte et on rentre dans cette démarche de prévention. Deuxième point, masque obligatoire. Alors, on ne va pas détailler tout type de masque parce que je pense que vu la conjoncture actuelle, vous êtes incollable sur tous les masques qu'il peut y avoir et les différents types de masques. Mais en l'occurrence, donc pour cette étape cruciale, il faut un masque obligatoire. Ensuite, on va voir sur le troisième point les lunettes de protection. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Je ne sais pas si vous les mettez déjà au quotidien, mais que ça soit en soins, mais là aussi pour la stérilisation, il faut des lunettes de protection pour justement éviter les projections dans les yeux. Ça arrive beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fréquemment qu'on peut le penser. Et le quatrième point, d'utiliser des gants de protection de type néoprène ou de type MAPA, les gants ménagers. Alors, pas les gants qu'on a, les gants de soins classiques. Il vous faut des gants beaucoup plus épais qui vont vous protéger parce que votre gant en nitrile, si une sonde doit venir transpercer votre gant en nitrile, il n'y a aucune barrière qui se fait, vous êtes sûr que derrière, vous êtes blessé. Alors qu'avec ces gants-là, vous prenez moins de risques. En plus, c'est des gants qui ont des manchettes assez hautes, donc vous réduisez l'exposition de votre peau aux produits et c'est vachement plus avantageux pour vous. Je sais que finalement, c'est un équipement qui est un peu lourd, mais il faut arriver à essayer de l'intégrer dans votre quotidien, comme je vous l'ai dit, pour votre protection à vous. Donc, ça prend peut-être quelques minutes en plus de devoir mettre ces gants de protection et de devoir mettre ces lunettes, mais finalement, c'est 2 minutes que vous prenez pour vous et pour votre sécurité. Maintenant, l'équipement obligatoire, en parallèle, pour la mise en sachet, va forcément être un peu moins lourd, puisque déjà, les instruments sont déjà passés en décontamination, en désinfection aussi. Donc, vous manipulez finalement des instruments, des dispositifs médicaux qui sont propres. Donc, on reste quand même sur des précautions standards. Donc, on garde le calot et la charlotte. De toute façon, tant qu'à faire, on le met le matin et on le laisse pour la journée. Ensuite, on va garder le masque, toujours pareil, pour se protéger et puis pour éviter peu importe une contamination. Et pour le troisième point, on met là, en l'occurrence, des gants de soins classiques, nitrile, tout ce que vous pouvez avoir au cabinet. Alors, bien évidemment, qui dit gants, dit désinfection des mains avant de mettre les gants. Donc là, vous pouvez retrouver le guide pour les bonnes pratiques de la désinfection des mains. Donc, on fait sa friction en gel hydroalcoolique en 7 étapes. Et pareil, ça, c'est le genre de document qui est obligatoire et que vous devez avoir au cabinet pour rentrer dans une démarche vraiment de précaution standard. Alors, ça, c'est vraiment
le premier point. Alors, j'espère que j'ai pas été trop vite. Je fais un petit break pour voir un peu si tout se passe bien pour vous. Si vous avez peut-être des questions sur ce premier point, n'hésitez pas. Je vous vois un peu sur le chat. S'il y a des questions, posez-les-moi maintenant. Sinon, on refera un petit point après. Et vous me donnez votre feu vert si vous voulez que je continue derrière. Alors, est-ce que tout fonctionne au niveau du son, au niveau de l'image? Et est-ce que vous avez des petites questions sur les points qu'on vient d'aborder? N'hésitez pas, hein, soyez pas timide, vous pouvez poser vos questions. On est là pour ça. Même si on est nombreux, on va essayer du coup de pouvoir discuter. Alors, Valérie me dit, petit rappel pour les mains, onglet vernis. Bien évidemment, c'est important de le noter, c'est super Valérie. On ne peut pas mettre du vernis. Moi, j'ai entendu dire des choses, par contre, qu'avec du semi-permanent, ça pouvait passer. Moi, je trouve que c'est pas cohérent. Vous ne pouvez pas avoir de vernis, de bijoux, si vous faites des désinfections des mains ou si vous êtes sur un protocole de stérilisation, pour la simple et bonne raison que les produits que vous allez utiliser ont une action sur votre peau et n'auront pas la même action sur les bijoux que vous pouvez avoir ou sur votre vernis. Ce n'est pas la même surface, il n'y aura pas le même effet. Et en plus de ça, on risque quand même, c'est toujours pareil, même si c'est un semi-permanent, on risque toujours d'avoir peut-être des brisures de vernis et c'est dangereux. Moi, je préconise vraiment pas d'avoir du vernis, même semi-permanent, et on ne met pas de bijoux. Voilà, ça c'est vraiment important. Si tout le monde est OK, alors oui, je vois Nathalie qui me demande est-ce qu'on pourrait avoir ces documents? Bien sûr, on vous les fournit si vous voulez. Vous pouvez les trouver sur le site de l'ONCD. Maintenant, si vous voulez que je vous les fournisse, vous me refaites un petit retour par mail après la classe et je vous les enverrai. Pareil pour la fiche de désinfection des mains, c'est toujours sur l'ONCD, mais je vais vous les fournir. En cas, je prévoirai sur le replay de fournir tous les documents que je vous ai présentés aujourd'hui. Alors, donc, pas d'alliance non plus au cabinet pour Anaïs. Franchement, si on veut rester dans cette logique, il faut être cohérent jusqu'au bout. C'est plus compliqué. J'aurais tendance à vous dire que pour le protocole, il ne faut pas la laisser. Maintenant, voilà, faut voir. À vous de voir si vous voulez la laisser ou non, mais si on veut être logique, il faudrait l'enlever. Voilà, allez, j'attaque du coup pour la suite si tout le monde est OK. Et là, comme vous pouvez le voir sur le titre, on va voir en fait ensemble les 4, disons, prochaines erreurs. Donc, ce qu'on va essayer d'éviter. Je les ai regroupées ensemble pour la simple et bonne raison qu'elles sont indépendantes. Elles sont vraiment toutes liées les unes aux autres. Alors, c'est pour essayer de vous faire un peu comprendre ma logique. Finalement, la chaîne de stérilisation, de par son nom, c'est une chaîne. Donc, chaque maillon va être impactant sur le prochain maillon. Donc, c'est pour ça que je voulais qu'on étudie tout ça ensemble, à savoir ne pas respecter le dosage des produits, ne pas réaliser l'action mécanique, mettre en sachet des instruments mouillés, ne pas réaliser des tests de fonctionnement de l'autoclave. Tout ça, finalement, c'est lié parce que tous ces éléments vont avoir une conséquence directe sur les étapes qui vont suivre. Voilà. Pour vous faire un parallèle un peu plus parlant et pour vous amener à ma réflexion et à mon raisonnement, j'ai voulu exposer en fait ces 4 points avec un schéma qui est très connu pour la désinfection, pour le bio-nettoyage, que vous pouvez aussi d'ailleurs mettre en place au cabinet quand vous allez désinfecter votre fauteuil ou pour ceux qui sont en implantologie, réaliser le bio-nettoyage. J'ai voulu vous faire un parallèle direct avec ce qu'on appelle le cercle de Sinner. Alors, peut-être vous avez déjà entendu parler de ce schéma. C'est un schéma qui est extrêmement intéressant et qui, en fait, vous pouvez le voir maintenant, vous explique que pour réaliser un nettoyage efficace ou un bio-nettoyage efficace, il faut prendre en considération 4 facteurs qui sont, eux, interdépendants. C'est-à-dire que chaque action, chaque facteur va avoir une répercussion directe sur le prochain. Donc, vous avez l'action chimique, l'action mécanique, le temps d'action et la température. Donc, pour que ce soit un peu plus concret pour vous, quand vous allez faire un nettoyage du cabinet, vous allez prendre un produit de désinfection. Donc, vous allez choisir ce produit. Vous n'allez pas prendre n'importe quel produit. Donc, vous prenez en compte l'action chimique du produit. Ensuite, vous allez utiliser une lingette bien spécifique, microfibre, pour pouvoir nettoyer la surface. Et vous allez frotter d'une certaine manière. Donc là, on rentre dans l'action mécanique. Le temps d'action du produit, par exemple, pour les sprays, vous allez laisser le produit agir. Vous n'allez pas l'essuyer tout de suite. Ou alors, vous allez attendre un temps de séchage du produit et ne pas l'essuyer tout de suite. Sinon, il sera moins actif. Et la température, pour vous faire un petit parallèle, si vous êtes au bloc opératoire, vous allez respecter une certaine température de la pièce ou alors utiliser de l'eau légèrement
tiède ou chaude pour la dilution de vos produits parce que c'est reconnu qu'avec une température d'eau un peu plus élevée, ça renforce les propriétés donc physiochimiques des produits, c'est-à-dire que vos produits sont plus actifs. Donc, le cercle de Skinner, en fait, il explique ça. Pour faire un nettoyage efficace, vous devez prendre en considération l'action chimique, l'action mécanique, le temps d'action et la température. Donc ça, vous pouvez aussi le mettre en place dès à présent, rentrer dans cette logique-là quand vous allez faire votre bio-nettoyage de votre cabinet ou quand vous allez faire un bio-nettoyage complet d'un bloc opératoire ou d'une salle d'intervention. J'ai utilisé en fait ce schéma-là parce que je trouve qu'il a un parallèle qui est très intéressant avec finalement les 4 points qu'on a vus pour la stérilisation. Finalement, si pour l'action chimique, si vous ne respectez pas, vous, les dosages des produits de vos bacs de pré-décontamination, votre action chimique ne sera pas optimum parce que vous allez mettre soit trop peu de produits, donc dans ce cas-là, un effet moindre, il va moins agir sur les souillures, sur les dispositifs médicaux qui sont souillés et sur les micro-organismes présents sur ces dispositifs médicaux. Et à contrario, si vous mettez trop de produits, en voulant peut-être bien faire, vous allez avoir une action aussi qui sera moins bonne. Pourquoi ? J'ai rencontré de nombreuses collègues qui me disaient « Bon, j'ai pas trop le temps de faire de la sté. » J'essaie de vous donner un cas un peu plus concret. J'ai pas trop le temps de faire ma sté. Donc, ce que j'ai fait, moi, ce matin, dans mon bac de 2 litres, j'ai décidé, j'ai mis 6 pompes de produits. Comme ça, finalement, je suis tranquille. Il y a un bloc de produits. Mes instruments, ils vont être propres et ça va bien se passer. Le raisonnement, dans le principe, il est logique. On pourrait être tous d'accord avec ça. Alors qu'en fait, c'est une erreur. Et c'est une réelle erreur pour la simple et bonne raison qu'il faut respecter des dosages de produits. S'il y a des dosages de produits, c'est qu'il y a une raison technique, c'est que les fabricants, ils ont prévu et qu'il y a une raison à ça. Si vous mettez trop de produits dans votre bac de pré-décontamination, il va se créer en parallèle ce qu'on appelle un biofilm sur vos instruments. C'est-à-dire qu'il va y avoir tellement de produits qu'il y a une petite pellicule, donc on appelle biofilm, qui va venir se déposer sur ces instruments. Et en fait, le produit qui interviendra après, quand vous allez prendre votre bac et que vous allez vouloir le mettre dans votre gamma sonique, il aura trempé dans un produit qui est beaucoup trop concentré et il y aura ce biofilm sur chaque instrument. Quand vous allez le mettre, du coup, dans votre gamma sonique, le produit qui va intervenir dans le gamma sonique, il va déjà devoir intervenir sur le biofilm qui est présent sur les instruments et ensuite intervenir sur les salissures réellement présentes sur l'instrument. Donc, au final, il aura une action qui sera moins bonne. Donc, c'est pour ça que ni trop peu, ni trop, on reste sur vraiment les dosages de produits spécifiques. D'ailleurs, en cabinet, il est obligatoire normalement d'avoir pour chaque produit que vous utilisez une feuille technique qui correspond à ce produit utilisé. Donc, vous pouvez le trouver partout. Vous allez sur Internet, vous tapez la marque du produit que vous utilisez en cabinet et ils vont vous sortir la fiche technique. C'est des protocoles que vous devez avoir au cabinet et c'est des protocoles que vous devez, vous, en tant qu'assistant et assistante dentaire, spécifiquement sur la stérilisation, connaître en cas demain de contrôle. Vous devez savoir ces dosages et vous devez savoir où sont les protocoles au cabinet. Donc ça, c'est pour l'action chimique. Alors maintenant, l'action mécanique. Effectivement, l'action mécanique est extrêmement importante parce que si vous respectez le dosage des produits, que vous mettez vos produits dans votre gamma sonique, mais que vous ne frottez pas les instruments, il y aura une action qui sera moins bonne. Pourquoi ? Parce que il faut forcément essayer de décoller au maximum toutes les particules qui sont présentes sur les instruments et les dispositifs médicaux. Pour la simple et bonne raison que, pour prendre encore un exemple qui va vraiment vous parler à tous, à la maison, quand vous devez nettoyer votre sol, vous balancez pas un produit et vous attendez pas qu'il agisse. Généralement, vous mettez un produit et ensuite vous frottez. Voilà. C'est le même principe. Il faut qu'il y ait une action mécanique. Il faut qu'il y ait une action mécanique pour que l'action chimique du produit ait un effet escompté sur ces instruments. Donc, ce qui est bien aussi de voir, c'est par exemple les autolaveuses. Il y a plein de cabinets qui ont des autolaveuses maintenant, donc c'est super, c'est top parce que ça réduit les manipulations. C'est un cycle qui se fait entièrement. Mais finalement, pour faire un parallèle qui vous parle aussi, à la maison, si vous mettez une assiette sale dans votre lave-vaisselle avec une sauce qui a collé pendant 3 jours, peut-être qu'elle va ressortir propre du lave-vaisselle, mais elle ressortira peut-être moins propre que si vous avez pris le temps 2 minutes avant de la rincer et de la frotter. Donc,
finalement, ça reste de la logique. Moi, ce que je veux vraiment vous faire comprendre, c'est ce raisonnement-là, en fait, ce raisonnement logique que vous avez déjà et que vous appliquez déjà pour tout le reste et qu'il faut en fait réappliquer à votre chaîne de stérilisation. Donc, l'action chimique des produits, parce qu'on va respecter son dosage, et bien évidemment, l'action mécanique, on va frotter ces instruments. Il faut impérativement faire cette action mécanique et ne pas la zapper. Vous n'avez pas beaucoup de temps, ne zappez pas l'action mécanique. Pareil, cette action mécanique implique que vous frottiez. Donc, vous allez utiliser du matériel pour frotter vos instruments. Donc, à savoir, vous avez la brosse, la carde, peu importe. Tous ces éléments-là, en fait, il va falloir aussi les désinfecter. Si on veut rester dans une démarche qui est vraiment cohérente, si vous frottez vos instruments, vos dispositifs médicaux avec du matériel qui est encore plus sale, ça n'a aucun intérêt. Donc, il faut aussi désinfecter vos brosses, il faut désinfecter vos cardes. Et il existe en plus de ça des brosses qui sont complètement stérilisables. Vous pouvez passer à l'autoclave et là, vous êtes sûr que vous rentrez dans une démarche qui est au top. Pareil pour la chirurgie, l'implantologie. Moi, je préconise au cabinet d'avoir des brosses spécifiques pour la chirurgie, pour l'implanto et des brosses, des cardes pour le reste de l'instrumentation. Donc ça, c'est à vous de voir comment vous pouvez le mettre en place. Mais on reste sur l'action mécanique, on fait attention au matériel qui va nous permettre de faire cette action mécanique et on essaie de rester dans une cohérence parce que tout est lié. C'est une chaîne de stérilisation avec plusieurs maillons qui finalement dépendent des uns et des autres. Alors, du coup, on passe à l'étape suivante. Après, on fera un petit point. Rassurez-vous si vous avez 2-3 questions. Là, on va voir le temps d'action. Alors, le troisième point, le temps d'action. Il faut en fait s'assurer, pour que tout ça fonctionne bien, que le temps d'action des produits soit suffisant. Donc là, nous, par exemple, le parallèle qui est intéressant de faire, c'est de mettre en sachet des instruments mouillés. Alors, si vous ne respectez pas le temps d'action de séchage de vos instruments et que vous décidez de mettre des instruments qui sont légèrement humides, vous allez les passer dans le stérilisateur et là, votre charge, vos sachets ne sont pas viables. On ne peut pas avoir d'humidité dans un sachet qui passe à l'autoclave. Votre sachet, votre charge, si elle a de l'humidité, c'est-à-dire qu'elle ne répond pas aux normes de siccité, c'est comme ça que ça s'appelle, qui implique qu'en fait, la charge doit être complètement sèche. Si elle n'est pas sèche, si votre sachet sort humide, on l'a tous fait, je vous rassure, ça ne sert à rien de le mettre au-dessus de l'autoclave pour qu'il sèche et après le redistribuer parce que finalement, il n'est pas considéré comme stérile et la chaîne n'est pas faite correctement. Vous devez impérativement attendre que vos sachets, que vos instruments, soient entièrement secs avant de les mettre en sachet. Sinon, d'une certaine manière, vous arrivez à rompre cette chaîne de stérilisation puisqu'elle n'est pas bonne. Et la règle ultime, c'est qu'un sachet qui est mouillé, qui passe en autoclave et qui ressort mouillé, il doit refaire la chaîne complète. Donc, demain, vous n'avez pas trop le temps. Vous vous dites, bon, allez, je fais vite parce que j'ai l'endo qui m'attend, il faut que je cavale. D'accord, vous prenez 2 morceaux de papier et vous commencez à frotter vos instruments vite. Ça, c'est pareil, à proscrire. Le papier, il y a des dépôts, des particules qui vont se mettre sur les instruments. C'est pas bon du tout. Et vous mettez finalement vos sachets dans l'autoclave un peu humide, vous pouvez recommencer. Donc, vous perdez du temps finalement. Si vous voulez rester dans cette démarche cohérente, vous allez perdre plus de temps que vous allez en gagner. Donc, on respecte le temps d'action des produits et on respecte le temps d'action de séchage. On ne met pas d'instrument qui est mouillé dans l'autoclave. Il faut que ça soit extrêmement sec et que les sachets soient parfaitement secs aussi quand ils sortent de l'autoclave. Voilà, ça c'est pour le temps d'action. Maintenant, pour la température. Alors, sur le cercle de Sineur, on parle du coup de la température ambiante de la pièce, de la température de l'eau qui va permettre la dilution des produits. Là, pour nous faire un réel parallèle avec la stérilisation, on va prendre en compte vraiment l'autoclave et le fonctionnement de l'autoclave. Parce que l'autoclave, c'est celui qui va aller en température, c'est celui qui va permettre en fait aux dispositifs médicaux d'être stériles à la fin. Et on est vraiment pareil en faute si on ne réalise pas la maintenance de l'autoclave. Si votre autoclave n'est pas maintenue correctement, c'est-à-dire que vous ne changez pas les joints de la porte, vous ne faites pas de nettoyage de la cuve, vous ne changez pas les filtres bactériaux, vous ne changez pas les filtres poussière, vous ne réalisez pas tous les tests quotidiens comme le test boïdique, le test Helix, vous ne pouvez pas être sûr finalement que votre autoclave va monter en température comme il faut et va réaliser son action à lui qui est de rendre la charge stérile.
Donc, il faut prendre en compte aussi toute la maintenance de l'autoclave. C'est vraiment important. Si vous ne faites pas ces tests, par exemple ces tests Bovidic et Helix, c'est les tests que vous êtes normalement obligé de faire tous les matins, minimum. Ou alors, je crois que c'est aussi tous les 6 ou 8 cycles. Si vous faites en fait ce test Bovidic, il va lui venir tester l'autoclave et son étanchéité et sa façon de réagir à la vapeur. Et il va vous dire finalement, ok, votre autoclave il est bon, vous pouvez faire vos charges derrière, vos charges prions, vos charges classiques. Mais si vous ne faites pas les tests avant de fonctionnement, vous ne pouvez pas être sûr que votre charge va être bonne. Voilà, donc il faut arriver à rentrer dans cette logique. C'est vraiment ça que je veux essayer de vous faire comprendre. Vous connaissez les pratiques, mais pour bien faire une chaîne de stérilisation, il faut prendre en compte plusieurs facteurs, les mettre ensemble et s'assurer finalement que les uns avec les autres, ils soient bien réalisés pour faire une chaîne cohérente et une chaîne de stérilisation finalement qui est réellement bonne pour vous, pour le praticien et surtout pour le patient derrière. Donc ça, c'est vraiment le cercle de Skinner. Pour faire un autre petit parallèle, toujours dans la maintenance, il est aussi important, par exemple, de bien vérifier les filtres de votre sécheuse. Si vous avez une sécheuse, un gamma sonique, il y a des filtres derrière. C'est pareil, il faut les entretenir, il faut les changer, parce que si vous séchez des instruments avec des filtres qui sont pleins de particules, il risque d'y avoir des particules aussi sur vos instruments. C'est logique, le filtre, il fait plus son travail. Si vous voulez aussi tester vos ultrasons, il y a des petites astuces. Vous mettez une feuille d'aluminium dans votre ultrason donc, et vous lancez un cycle. Normalement, la feuille d'aluminium doit être complètement désagrégée. Et là, vous savez que votre ultrason, il fonctionne super bien. Tout ça, c'est la maintenance. De toute façon, d'un point de vue protocolaire, vous êtes obligé de mettre en place des protocoles de maintenance pour toutes les machines que vous avez en stérilisation. Protocole de maintenance pour le gamma sonique, protocole de maintenance pour l'autoclave. Ça, c'est pareil, c'est réglementaire et c'est obligatoire. Donc, voilà pour faire ce parallèle avec ce cercle de Skinner. Prenez bien en compte toutes les actions pour vraiment avoir une chaîne de stérilisation qui sera très efficace. Alors, je vais voir un petit peu, on fait un petit break et je vois un peu les questions que vous m'avez posées. Alors, comment sécher les instruments? Je le fais avec un torchon. Ça, c'est Meltem qui me pose cette question. Alors, les torchons, vraiment, non, quoi, c'est à proscrire. On ne peut pas utiliser des torchons ou alors vraiment, il faudrait qu'ils rentrent dans un circuit, c'est-à-dire que vous les nettoyez au cabinet. Si c'est des torchons vraiment peut-être microfibres, parce que sinon, il y a des particules. Il faudrait qu'ils soient nettoyés au cabinet, séchés au cabinet et remis en circulation. Ça implique une logistique qui est vachement compliquée et c'est vraiment très peu recommandé. Normalement, les instruments, ils doivent sécher soit dans votre gamma sonique, soit dans une sécheuse qui est vraiment spécifique à ça. Après, le papier, c'est pareil. Papier à usage unique, il y a des fois, on n'a pas le choix, mais c'est vraiment risqué parce que vous pouvez avoir des petits dépôts sur les instruments. C'est vraiment, vraiment pas conseillé. Après, qu'est-ce qu'on a encore comme question? Il faut faire les deux, donc Bovidic et Helix me demande Adeline. Non. Vous pouvez faire soit le Bovidic, soit l'Helix. Ça, c'est à vous de voir. En fait, c'est deux tests finalement qui vont répondre à la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont tester la pénétration de la vapeur de l'autoclave. Donc, ça soit l'un ou l'autre, peu importe au cabinet, celui que vous avez. Je sais que l'Helix prend un peu plus de place. Bovidic, c'était il y a plus longtemps. Nous, on utilisait les Bovidic, mais ils ont finalement la même action. Donc, l'un des deux, vous n'êtes pas obligé de faire les deux. Par contre, il faut le faire tous les matins avant d'activer une charge classique type prion. Alors, le Bovidic, alors Stéphanie me dit le Bovidic n'est pas obligatoire pour tous les cycles. Non, pas le Bovidic. Le Bovidic, c'est le test que vous allez faire le matin pour voir si votre autoclave fonctionne bien. Celui qui est obligatoire, mais ça on va le voir juste après, celui qui est obligatoire pour toutes les charges, c'est le test prion. C'est l'indicateur en fait prion, l'indicateur de charge que vous allez mettre dans la charge. Et c'est pas le même. Donc, il faut arriver à savoir lequel est lequel, mais de toute façon, sur les catalogues aussi, si vous avez un petit doute, vous ouvrez votre catalogue, vous allez voir, c'est quand même vachement bien expliqué. Alors, ensuite, j'essaie de voir un peu s'il y a d'autres questions. Oui, il faut faire le test, donc Bovidic tous les matins avant de lancer sa charge. Et ensuite, je vais voir s'il y a d'autres questions qui reviennent. Si on n'a ni sécheuse ni gamma sonique, comment on fait? Sandra, oui, je sais, c'est compliqué. Si vous n'avez pas de sécheuse, pas de gamma sonique, forcément, vous allez devoir peut-être les sécher. Soit vous les laissez à l'air libre, soit vous allez devoir les sécher à la main avec du coup des papiers. Je suis désolée de devoir vous le dire. Moi, je trouve que c'est pas recommandé et c'est pas dans la logique et c'est pas ce que nous imposent les protocoles. Maintenant, si vous n'avez pas à disposition le matériel qui va vous permettre de faire les choses
au mieux, il faut faire avec ce que vous avez ou essayer peut-être, je sais pas, on peut peut-être envoyer le replay à votre praticien, ça fera peut-être une prise de conscience, je sais pas si c'est le moment d'envisager de faire des investissements du matériel, mais en l'occurrence, pour que la chaîne de sté soit vraiment bien, il faut vraiment que les instruments ils sèchent dans une sécheuse et éviter avec les papiers, c'est quand même assez risqué. Voilà, le test, Séverine parle aussi du test à vide, effectivement. Vous pouvez faire le test à vide. Alors, c'est une fréquence qui est un petit peu moins importante que les tests bovidiques. Vous les faites avant, donc vous mettez rien et vous lancez vos tests à vide pour être sûr que votre autoclave fonctionne bien. Donc ça, c'est l'ensemble des tests que vous pouvez faire pour vous assurer du bon fonctionnement de l'autoclave. Est-ce que pour tout le monde, c'est un petit peu plus clair? Si vous voulez, je peux essayer de partir sur la suite et à la limite, vous me préparez votre question et on revient après dessus. Comme ça, on avance, si c'est OK pour vous. Et si vraiment il y a une question que vous préférez voir. Alors, attendez, je vais essayer de voir par rapport au… Je viens de voir les questions sur les cards. Alors, les cards, effectivement, c'est les instruments qui vous permettent de nettoyer les fraises, en fait. Donc, du coup, on reverra après. On essaiera de voir par rapport aux cards. Comment vous nettoyez les plateaux en alu, Valérie, dans lesquels on pose des instruments? Quel produit idéal recommandé? Lavage à la main? Oui, ou alors aussi, vous pouvez par exemple laver vos plateaux avec de l'alcool. Ça marche aussi. Vous pouvez bien les désinfecter ou alors les lingettes pour être sûr que vos plateaux de stérilisation, finalement, ils sont propres. Alors, du coup, on va passer à la diapo suivante. Alors, là, maintenant, du coup, comme on a fait plusieurs éléments ensemble, on passe au point donc numéro 6. On va essayer de voir ensemble comment il faut éviter de laisser les bains donc de prédécontamination avec le même produit pour toute la journée. Bien évidemment, ne pas changer les bains dans les cuves est une réelle faute. Je suis désolée, il y a un téléphone qui sonne en même temps, j'aurais dû le mettre en vibreur. Pardon, faute à moi. Donc, ne pas changer les bains dans les cuves, c'est une réelle faute. Voilà. Pourquoi? Parce que finalement, il est recommandé de changer les bains des produits au minimum 2 fois dans la journée. Parce que finalement, après, à force de mettre des instruments, vos bains, ils sont moins efficaces. Forcément, les produits sont moins efficaces, l'eau peut se troubler parce que d'autres produits vont rentrer en interférence, c'est-à-dire des produits qui peuvent être encore présents sur des spatules, ça va troubler l'eau et ça va en fait diminuer l'action de votre produit de prédécontamination, de désinfection. Donc, il faut vraiment changer les produits des bacs minimum, vraiment, je dis vraiment minimum 2 fois dans la journée. Alors, là, vous avez en visuel un petit texte aussi qui a été imposé par la DGS. Il nous demande en fait d'utiliser des produits similaires, donc de prédécontamination et des produits similaires dans les cuves gamma-soniques et ultrasons. Alors, des fois, ce n'est pas forcément possible. Quand vous avez des autolaveuses, vous ne pouvez pas le faire. En revanche, il faut s'assurer finalement que les produits, ils n'aient pas les uns avec les autres d'interférence et qui pourraient en fait réduire leur action. Ensuite, ce qui est dit donc dans ces textes de la DGS, le bain de nettoyage, en fait, qui va être utilisé pour un acte qui est considéré, lui, à risque vis-à-vis des ATNC, chez un patient ni suspect ni atteint, peut être utilisé pour un autre acte si on utilise un détergent adapté. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Que vous pouvez, si vous soignez, si des patients viennent, si c'est des patients qui ne sont pas considérés comme à risque, donc vis-à-vis de ces ATNC, donc ATNC, pour petit rappel, c'est les agents transmissibles non conventionnels. En fait, ce sont les micro-organismes qui ne rentrent pas dans les catégories comme les bactéries, comme les virus. C'est finalement ce qui a été mis en place. On a mis en place le test Prion, du coup, pour répondre à ces ATNC qui étaient, par exemple, la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Donc là, c'est le cas type de l'ATNC. Alors, ces textes nous disent finalement qu'on peut mettre des instruments dans un produit, dans un bac de prédécontamination avec plusieurs instruments si on considère que les patients ne sont pas à risque. En revanche, si le patient est à risque, il est conseillé de séparer ce matériel et d'utiliser, du coup, s'il est à risque ou suspect, d'utiliser un bac bien spécifique. Alors, c'est d'autant plus important de voir ce point dans la conjoncture actuelle, c'est qu'après, par rapport à ce fameux Covid-19, je ne sais pas encore quels sont les protocoles ou les procédures qui vont être mis en place. En revanche, la logique voudrait que, vu
l'ampleur que ça prend et vu les impacts que ça a directement, qu'on ait peut-être un schéma spécifique pour les patients qui ont été atteints ou qui sont suspects par rapport au Covid. Maintenant, moi, je vous dis que ça serait logique. Je n'ai pas les protocoles et je ne vais pas m'avancer sur des choses dont je n'ai pas les éléments vraiment prédéfinis. Mais bon, par exemple aussi pour l'implantologie et la chirurgie, moi au cabinet, je fais toujours une stérilisation bien spécifique. C'est-à-dire que les bacs de prédécontamination sont exclusifs à l'implantologie et ne vont pas être en contact avec les instruments de consultation classique. Toujours pareil, on rentre dans des marges de prévention, on essaie de réduire les risques et on essaie de prendre les mesures vraiment nécessaires pour que les instruments finalement soient stérilisés au maximum et le mieux possible. Alors, je fais 2 cycles complets systématiquement aussi. Ça, c'est ma façon de faire. Je m'assure que les instruments, du coup, ont fait 2 cycles complets. C'est sûr, c'est plus de manipulation. C'est pas une obligation. Moi, c'est ce que je fais vraiment, moi, en interne. Et je trouve que ça fonctionne bien. On n'a pas de soucis. Et finalement, c'est un rythme à prendre. Quand on a 3 ou 4 chirurgies, si on a le rythme, on arrive quand même à gérer nos chaînes de stérilisation. Donc, voilà pour le point qui concernait en fait le fait de ne pas changer l'eau des bacs. Pensez quand même au quotidien à changer l'eau des bacs au moins minimum 2 fois dans la journée. Vous faites une sté le matin, une sté l'après-midi pour éviter que votre produit soit troublé. Et finalement aussi, on revient sur ce fameux biofilm. Si vous laissez vos instruments immergés trop longtemps dans la même solution, il y a plus de chances que ce biofilm se crée et se dépose sur ces instruments. Voilà pour ce 6e point. On va voir maintenant le point suivant qui concerne, lui, la surcharge de l'autoclave. Effectivement, l'autoclave, il ne doit pas être surchargé. Tout simplement, vous devez mettre une charge qui correspond à peu près à 60-70% de la cuve de l'autoclave. Là, vous voyez les conseils en fait pour faire une charge cohérente. Parce que si vous faites une charge qui est trop pleine, votre stérilisation sera forcément moins bonne et vous pouvez risquer en fait de mettre encore en péril cette chaîne de stérilisation. Le point numéro 1, ne pas tasser les sachets. Alors, ne pas mettre trop de sachets, ne pas les tasser parce que il faut, dans un premier temps, préserver le sachet. Donc, ne pas risquer que le sachet s'abîme en contact avec un autre s'il est trop appuyé, parce que si le sachet se perce, finalement, vous êtes obligé de refaire le sachet complet et refaire toute la chaîne complète. Et vous devez aussi laisser en fait passer la vapeur quand votre charge va être dans l'autoclave. Laissez passer la vapeur pour que l'action soit optimum et que finalement vos sachets soient vraiment stériles. Pour tester, pour voir si vous laissez assez d'espace, il faut compter en fait l'espace d'une main entre les plateaux. Le deuxième point, on préconise une disposition en fait des sachets sur la tranche. Donc c'est plus simple généralement si vous pouvez les placer comme ceci. Maintenant, si vous avez que des plateaux, c'est bien aussi. Mais si vous avez la possibilité de les orienter dans le même sens et sur la tranche, c'est toujours mieux parce qu'il y a moins de rétention d'eau et d'humidité. Le troisième point, les conteneurs. Alors, les conteneurs qui sont finalement munis de filtres, c'est vraiment une bonne option parce que ils réduisent les sachets. Donc, c'est des gros bacs en fait qui ont à l'intérieur un filtre dans lesquels vous pouvez mettre toute votre instrumentation. Généralement, ils sont préconisés pour l'implantologie, pour la grosse chirurgie. Et c'est vraiment pratique à condition que ces conteneurs-là soient réellement superposables. Parce qu'il y en a certains que vous ne pouvez pas superposer dans votre sté. Mais là, vous prenez vos gros bacs, vous mettez l'ensemble de l'instrumentation et vous le passez à l'autoclave. Donc, vous remplissez finalement votre autoclave avec ce conteneur et vos instruments sont bien stériles et ils sont bien protégés. 4e point, essayez de penser pour bien mettre votre charge dans l'autoclave. Les objets creux, les cupules, les godets, on va essayer de les orienter vers le bas parce que ça va éviter la rétention d'eau. Forcément, si vous mettez une cupule dans votre autoclave, avec l'humidité, il risque d'y avoir de l'eau dedans. Et là, dans ce cas-là, votre sachet est humide et on repart toujours pareil, case départ et on doit refaire la charge. Donc, c'est un coup à encore perdre du temps. Ce qui est important de noter, si vous utilisez ou si vous voulez mettre en place ces conteneurs, bon, les conteneurs, c'est vraiment pratique, ça a un coût à l'achat, mais finalement, après, vous réduisez vos frais sur le nombre de sachets. Ce qui est sympa, c'est que vous pouvez mettre conteneur et sachet dans la même charge. C'est possible de mixer. Si vous faites de l'implantologie, que vous avez fait un circuit spécifique pour l'implanto, que vous mettez vos instruments dans ce conteneur, et qu'en parallèle, vous avez fait une chaîne avec toute l'instrumentation
de vos consultations, vous pouvez les mettre dans la même charge dans l'autoclave. Et le dernier point, je pense que tout le monde le fait, cet indicateur physiochimique, celui dont on parlait tout à l'heure, on revient dessus, c'est cet intégrateur de passage qui s'appelle test Prion. Il est obligatoire dans chaque charge. À chaque fois que vous faites une charge, donc que vous mettez vos instruments en stérilisation, vous devez absolument mettre un indicateur physiochimique pour pouvoir attester en fait que votre charge est stérile et votre charge a bien fonctionné. C'est le seul indicateur qui va pouvoir dire si oui ou non votre charge est bonne. Alors, chaque sachet, comme vous avez pu le voir, a un petit indicateur coloré qui, lui, change de couleur quand vous le passez dans l'autoclave. Donc ça, c'est vraiment un indicateur qui va être lié en fait à la température. En exemple, je vous dis, testez-le, prenez vos sachets de sté, vous le mettez sur la fenêtre en plein soleil, en plein été, vous le laissez quelques heures, vous récupérez vos sachets. Je peux vous assurer que le sachet, le témoin, il aura viré de couleur comme si vous l'avez passé dans l'autoclave. Super, mais ça ne veut pas dire que votre charge elle est stérile. C'est juste qu'il a répondu en fait à la température qu'il y a et à la température extérieure. Donc le seul témoin qui peut prouver que votre charge est stérile, c'est cet intégrateur de passage, c'est ce test Prion qui va correspondre à la charge Prion et au cycle Prion que vous mettez sur votre autoclave quand vous le déclenchez. Et pas les sachets. C'est pas parce que votre sachet a changé de couleur que vraiment il peut prouver qu'il est stérile et qu'il répond vraiment aux normes stériles. Ça, c'est vraiment les petits conseils pour remplir la charge. Et comme on a vu, il ne faut pas surcharger l'autoclave, il faut bien le conditionner. Et là, vous avez toutes les chances de votre côté de réussir en fait une charge qui va répondre aux normes de stérilité optimum. Le point numéro 8, alors, on reste dans un schéma un peu qui se suit, ne pas avoir de feuille de stérilisation. Effectivement, il est obligatoire d'avoir un document de traçabilité de la charge à chaque fois que vous faites une charge. Alors, comme vous pouvez voir ce document, si vous souhaitez, on pourra vous le faire parvenir en même temps que le replay, vous inquiétez pas. Chacun peut faire son propre document. Il est indispensable. Après, vous pouvez aussi fonctionner informatiquement. Je sais qu'il y a des programmes exprès pour la traçabilité. Il y a de la traçabilité qui se met sur clé USB aussi. Mais le descriptif de la charge papier, en tout cas, ça fonctionne. Ça a fait ses preuves et finalement, c'est assez facile à mettre en place au quotidien. Il n'y a pas de bug. C'est une feuille que vous remplissez et que vous archivez ensuite. C'est le seul, en fait, lien entre le matériel que vous allez utiliser pour un patient et la procédure, en fait, de traitement qu'a subi ce matériel. Sinon, comment vous, votre praticien ou le cabinet peut prouver finalement que Monsieur X a été soigné avec des instruments stériles? On ne peut pas le prouver. Si on n'a pas une feuille de traçabilité qui dit que le kit examen qui a été utilisé pour Monsieur X le 15 avril 2020 a été stérilisé parce que, regardez, sur ma fiche patient, j'ai le numéro de charge. Et quand je vais rechercher le descriptif de la charge que j'ai suite à ma procédure que j'ai mis en place, je retrouve dans la charge que oui, ça a bien fonctionné, j'ai un test Prion et la charge est bonne. Là, vous pouvez prouver. Et là, vous rentrez dans une réelle démarche où vous verrouillez tout et finalement, vous faites les choses dans leur ensemble. Vous n'avez aucun intérêt de faire une stérilisation, de prendre du temps de faire une stérilisation si à aucun moment vous retranscrivez en fait cette stérilisation dans les fiches patients. Vous devez rentrer dans ce circuit de traçabilité. Alors, la traçabilité, c'est compliqué, c'est assez lourd. En plus, il y a beaucoup de traçabilité dans un cabinet dentaire parce qu'il y a celle des instruments, il y a la traçabilité justement de la maintenance de vos machines, la traçabilité du nettoyage de votre cabinet. Il y a énormément de traçabilité à mettre en place qui répondent à des normes qui nous sont imposées. Mais il faut prendre le temps d'essayer de l'inclure dans votre quotidien. Alors, je ne vais pas pouvoir aujourd'hui m'étendre sur le sujet parce que vous l'avez vu, je parle beaucoup. Je suis déjà vachement en retard. Mais on va, nous, essayer de monter. On a monté un cours d'ailleurs sur la traçabilité. Donc, si vous voulez vraiment rentrer dans cette démarche de traçabilité et savoir finalement comment l'intégrer au quotidien, parce que je pense que c'est la question qu'on se pose tous. C'est bien, on nous impose beaucoup de choses, beaucoup de traçabilité parce qu'on a des démarches préventives. Ok, mais on est déjà multifonction, assistante et assistante dentaire. On sait qu'on a une masse de travail qui est super importante et je pense qu'elle risque d'être aussi plus importante dans l'avenir parce que les protocoles risquent d'évoluer. Donc, comment finalement on va la mettre en place au quotidien, cette traçabilité? Là, je ne vais pas pouvoir vraiment vous répondre maintenant.
Je peux vous donner des petits trucs et astuces comme cette fiche de traçabilité que vous pouvez faire systématiquement, mais pour vraiment vous organiser là-dessus, il faut prendre le temps d'en discuter. Et là, je vais pas pouvoir le faire maintenant. En revanche, on propose une classe vraiment spécifique là-dessus. Donc, si vraiment ça vous intéresse et si vous voulez qu'on vous aide dans cette démarche, on vous aidera avec plaisir. Donc, pour venir à ces descriptifs de la charge, il est indispensable en fait que vous notiez donc la date, le numéro de charge, l'opérateur, donc la personne qui a réalisé la charge, que vous agrafiez votre test Prion qui est obligatoire et systématique à chaque charge et que vous gardiez ce document. Tout le monde dans le cabinet doit réellement savoir où se trouve ce document et être en mesure, en cas de contrôle demain de l'ARS, de le soumettre à la personne qui vient vous contrôler. Donc ça, c'est le document à avoir au cabinet. Vous inquiétez pas, si vous voulez, je peux vous l'envoyer avec le replay. Tout ça, ça nous emmène aussi sur la péremption des sachets. Effectivement, vous avez la péremption des sachets stériles. Je sais que vous avez beaucoup de questions. Je finis sur ce point. Je reviens après. On fait un petit point sur les questions par rapport à toute cette traçabilité. Je finis avec cette diapo et j'essaie vraiment de vous répondre. Là, je continue parce qu'il y a un lien direct en fait avec la traçabilité. Je ne vais pas perdre le fil. Et comme vous avez vu, je parle beaucoup. Donc, du coup, on essaie de finir cette diapo et après, je réponds à toutes vos questions. Donc, en fait, il va falloir aussi mettre sur votre sachet la date de péremption de ce sachet. Alors, vous faites vos sachets stériles, ils passent à l'autoclave. Vous prévoyez votre traçabilité et il doit apparaître la date en fait de péremption du sachet. Alors, certains autoclaves le font automatiquement avec des étiquettes que vous devez programmer ou des fois, ils font des calculs automatiques. Mais pour vraiment connaître la date de péremption des sachets, il faut se référer en fait à cette fameuse norme que vous pouvez voir sur la diapo qui est juste là, cette norme ISO 11607. Cette norme, en fait, elle va vous demander, pour pouvoir définir cette date de péremption, de prendre en compte l'environnement de stockage. Alors, l'environnement de stockage, c'est les armoires, tiroirs fermés, entretenus régulièrement, par exemple. Donc, on va favoriser un environnement comme celui-là. Ils veulent prendre en compte aussi la température du lieu de stockage, entre 28, d'ailleurs, ça ne doit pas être 28, ça doit être 18, entre 18 et 25 degrés, parce que 28 à 25 degrés, on est d'accord que ce n'est pas très cohérent. Ils veulent prendre en compte aussi l'humidité, entre 30 et 70%. Bon, ok, mais bon, c'est un peu compliqué d'aller mesurer l'humidité, d'aller mesurer la température de la pièce si on est en pleine canicule. Bon, tout ça, c'est assez protocolaire, mais il faut le prendre en compte. On va essayer quand même de mettre toutes les chances de notre côté. On va essayer de stocker nos sachets dans des armoires à l'abri donc du soleil et bien disposés, pas tous entassés, avec des tiroirs ou des armoires qui sont finalement propres et entretenus régulièrement. Ensuite, cette norme, elle vous dit aussi de prendre en compte les conditions de stockage. Donc, pour préserver au maximum les sachets, c'est-à-dire ne pas mettre 25 sachets entassés les uns sur les autres, ticher parce que finalement, vous voulez absolument les faire rentrer dans ce tiroir. Non, vos sachets risquent de s'abîmer et du coup, ça va mettre en péril la stérilité de l'instrument qui est sous sachet. On va éviter de mélanger les dispositifs médicaux qui sont stériles et non stériles. Donc, normalement, c'est séparé. D'un côté, tout ce qui est stérile et d'un autre côté, les dispositifs médicaux non stériles. Et ils vous disent d'utiliser le système FIFO. Donc, en fait, c'est juste un système, c'est fast in, fast out. En fait, ça veut juste dire de faire de la rotation. C'est-à-dire que votre sachet qui sort de l'autoclave, vous ne le mettez pas au-dessus de la pile, vous le mettez en dessous. Ça vous permet de faire une rotation des sachets et d'utiliser finalement le sachet qui a été fait en début de semaine et pas celui qui vient de revenir de l'autoclave. Donc, tout ça, c'est les éléments en fait que vous devez prendre en compte pour pouvoir calculer après la date de péremption des sachets. Alors, eux, ils fonctionnent en fait avec un système de points. C'est un peu compliqué tout ça, mais vous inquiétez pas, si vraiment vous voulez vraiment bien tout définir et mettre ça en place, il faudrait que je revienne dessus de manière beaucoup plus pointue. Je vais essayer de le faire. Je vais faire des coachings aussi sur ça, des coachings vraiment personnalisés où on pourra mettre ça en place. Là, j'essaie de vraiment vous expliquer comment ça fonctionne. Vous pouvez aussi faire vos petites démarches de recherche en parallèle, mais je ne vais pas pouvoir rentrer vraiment à fond dans le vif du sujet. C'est en fait, donc pour calculer cette date de péremption, vous avez un système de points. Donc, ils prennent en compte donc l'environnement de stockage et les conditions de stockage. Pour vous donner un exemple concret, un sachet plastique classique, il est noté à 80 points.
Si vous le stockez dans une armoire ou dans un tiroir qui est fermé et bien entretenu régulièrement, vous marquez 100 points. Donc, en finale, 180 points pour eux par rapport au barème qu'ils ont prédéfini. Ça vaut 2 mois de validité des sachets. Donc, voilà comment ça se passe et voilà comment on peut calculer en fait la date de péremption de ces sachets. Ça prend énormément de facteurs en compte et ça vous permet, vous devez faire un petit calcul, il y a une petite gymnastique à faire, mais ça vous permet de savoir comment ça fonctionne réellement. C'est une question qui m'avait été posée plusieurs fois et du coup, je pense que c'est intéressant de vraiment bien le maîtriser, de vraiment bien le développer. On fait un petit point avant d'attaquer ce chapitre numéro 9. Je vais essayer de voir un petit peu les questions qui restent en suspens. Du coup, par rapport donc à ces dates de péremption, je vois qu'il y a date de péremption 2 ou 3 mois, me demande Sonia. Donc là, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Les délais vont dépendre des conditions de stockage et vont dépendre aussi de la zone de stockage. Donc en fait, il va falloir avoir ce barème et prendre tous ces éléments en considération pour vraiment définir la date de validité en fait de vos sachets. J'avais comme notion 3 mois emballage simple et 6 mois double emballage. Alors moi aussi, ça c'est Sandrine, non pardon, c'est Anne-Sophie qui nous dit ça. Alors moi aussi, on m'a appris comme ça, c'est-à-dire qu'on m'a toujours dit, quand j'ai fait ma formation, un sachet c'est 3 mois s'il est dans un tiroir et c'est 6 mois s'il est en double emballage. Apparemment maintenant, il faut fonctionner avec ce système de points et ce système de barème. Donc je vous invite quand même à revoir cette démarche et à essayer de rentrer dans cette démarche pour le calcul de la validité et de péremption des sachets. Après, je regarde s'il y a d'autres petites questions. Peut-on attacher les sachets? Alors, Sonia dit, peut-on attacher les sachets avec un élastique en caoutchouc? Alors, moi, je vous dirais non, pour la simple et bonne raison que vous pouvez mettre en péril les sachets. Voilà, ça rentre dans le principe de favoriser leur conditionnement. Si vous les mettez trop serrés entre eux avec un élastique, à un moment ou un autre, il y a un sachet qui peut s'abîmer ou il y a un instrument qui peut rentrer en contact avec un autre et léser le sachet. Du coup, on ne rentre pas dans un conditionnement qui est efficace. Donc, moi, je ne préconiserais pas de mettre des élastiques pour rentrer dans cette démarche qui est vraiment, pour rentrer dans une démarche cohérente. Alors, Fallon, question peut-être bête, mais un sachet passé à l'autoclave, mais qui ressort trempé à l'intérieur. Pourquoi devoir refaire toute la chaîne de stérilisation et pas seulement laisser sécher et remettre dans un sachet de sté et d'autoclave? Alors, je suis d'accord avec vous. Je comprends, c'est pas une question bête, je comprends tout à fait votre raisonnement. J'avais exactement le même, parce que, bon, finalement, l'instrument, il est propre, il est passé dans l'autoclave. Ok, il y a de l'humidité, parce que je fais, j'enlève le sachet, je le sèche et je le repasse dans l'autoclave. Moi, personnellement, j'ai toujours fait comme ça et je le faisais comme ça. En revanche, c'est pas ce qui est dit maintenant. Voilà, les protocoles imposent que ce sachet qui sort de l'autoclave et qui est mouillé, il n'a pas répondu à la siccité de la charge et il nous impose en fait de refaire tout le protocole. Alors, il part du principe que ça peut impacter l'instrument et impacter en fait finalement tout le reste. J'avoue, je trouve pas ça extrêmement logique. Ça rajoute énormément de manipulations supplémentaires. C'est pour ça que j'insiste sur le point que il faut vraiment faire attention à ce que votre sachet soit bien sec et à vous assurer que votre autoclave fonctionne bien pour pas qu'il y ait d'humidité. S'il y a de l'humidité dans tous vos sachets, à un moment ou à un autre, peut-être qu'il y a un souci aussi vis-à-vis de l'autoclave et il faudrait peut-être creuser dans ce sens. Maintenant, les protocoles imposent que quand votre sachet est humide, il doit repartir et refaire la chaîne complète. Voilà, moi je suis d'accord un peu avec vous sur le principe, mais en l'occurrence, c'est les protocoles qui sont définis comme ça et il faut essayer de coller au mieux aux protocoles qui sont définis. Alors, petite question de Stéphanie. Les sachets à fermeture collés et non soudés sont-ils autorisés? Bien évidemment, il y a plusieurs façons de refermer les sachets. Donc, vous avez les sachets thermosoudés que vous pouvez faire donc du coup avec votre thermosoudeuse ou alors les sachets avec les bandes adhésives et qui sont autocollantes. Ça, peu importe le sachet que vous utilisez, le tout c'est qu'il soit bien fermé hermétiquement et qu'en fait votre fermeture n'ait pas de petits plis et qu'il ne puisse pas laisser passer peut-être de l'air ou autre. Il faut vraiment que votre sachet soit parfaitement fait, mais peu importe ce que vous utilisez. Alors, Marion, comment noter sur le sachet le numéro de la charge? Alors, normalement, il faudrait vraiment que ce numéro de charge soit noté avec une étiquette qui sort de votre autoclave. Sinon, il faudrait en fait le noter, mais le noter
une fois que votre charge est faite. Parce que vous ne pouvez pas en fait écrire le numéro de la charge sur vos sachets avant qu'il passe à l'autoclave, parce que il a été dit que l'encre des stylos pouvait léser les sachets avant de passer à l'autoclave. Donc, ça peut être aussi vrai après, mais on prend moins de risques après. Maintenant, s'il faut le faire, vaut mieux prendre le risque de noter avec un feutre et pas une mine un peu trop violente, de noter avec un feutre le numéro de la charge sur votre sachet à la main après avoir mis votre sachet dans l'autoclave pour avoir finalement une réelle traçabilité et pouvoir le mettre dans la fiche du patient que de ne pas le faire du tout. Donc, c'est toujours pareil. On n'a peut-être pas la solution miracle pour tout. On n'a peut-être pas tous la chance d'avoir une étiqueteuse et un autoclave qui vous donne l'étiquette avec la date de validité, la date de péremption. Donc, s'il faut faire avec, entre guillemets, un système un peu D, on essaie de le faire de manière cohérente pour arriver quand même à garder une chaîne de stérilisation et une traçabilité qui est optimum. Ok, le tampon, Delphine dit tu peux avoir un tampon, oui aussi, parce que peut-être ça abîmera moins, mais il faut faire attention avec l'encre, le faire après à la limite. Voilà, si on est ok pour ces questions, je vais essayer de continuer d'avancer sur les diapos si c'est bon pour vous. Et on va voir ce point numéro 9 qui concerne les dasseries en fait dans la stérilisation. Alors, pourquoi il ne faut pas mettre les dasseries dans la stérilisation? On va voir un petit peu ensemble tous ces points et vous allez en fait comprendre mon raisonnement. Les dasseries, ils ont en fait un système qui est particulier. La gestion des dasseries, donc des déchets d'activité de soins à risque infectieux, donc c'est leur nom, en fait, répondent à plusieurs normes en termes de gestion. Leur conditionnement, donc spécifique, il va être défini en fonction donc de la nature de ce déchet. Soit il est mou et c'est des sachets ou alors des conteneurs en carton, soit c'est des aiguilles et c'est tout ce qui est piquant, coupant, tranchant. Et là, on rentre dans les OPCT, donc tout ce qui peut être à risque. Et là, on a des conditionneurs qui sont très spécifiques et nous, on les appelle généralement les bacs à aiguilles. Donc, en fait, on va conditionner les dasseries en fonction du type de dasserie. Ensuite, il est préconisé que les dasseries soient proches et au plus proche de la zone où a lieu le soin pour, bien évidemment, réduire les risques. Si vous êtes dans un cabinet, que vous êtes en soins et que votre bac à dasserie, il est à l'autre bout du cabinet dans la ST, on ne rentre pas dans cette démarche. Il n'est pas proche de la zone de soins et tout le chemin que vous allez faire avec vos dasseries va augmenter le risque éventuellement que vous vous coupiez ou le risque que vous fassiez une contamination peut-être aéroportée ou autre. Donc, le dasserie, il est proche de la zone de soins. Dans votre cabinet, vous devez avoir une poubelle, on va le voir après, une poubelle pour les déchets ménagers et une poubelle pour les dasseries et un conteneur à aiguille. Là, on rentre dans les normes et on rentre vraiment dans une cohérence, c'est-à-dire on réduit les risques et on répond aux normes qui nous sont imposées pour la gestion des déchets. Le stockage des dasseries, en fait, il va être défini en fonction du poids que le cabinet va produire par mois. Alors, c'est un calcul qui est assez spécial, mais finalement, si demain vous estimez que le cabinet va produire 5 kilos de dasseries par mois, la seule condition qui va être imposée à votre cabinet pour la gestion des dasseries, ça sera de stocker ces dasseries dans une zone qui n'est pas proche de sources de chaleur et conditionné dans quelque chose d'hermétique. Donc, stocker des dasseries dans une salle de stérilisation, vu toute la chaleur qu'il peut y avoir dans une salle de stérilisation, ça ne me paraît pas très cohérent. Ensuite, si vous définissez que votre cabinet utilise plus de 15 kg par mois de déchets, produit plus de 15 kg de déchets dasseries par mois, là, il va vous être imposé d'avoir un local spécifique pour les dasseries. Donc, un local qui sera fermé, il doit être ventilé et réellement spécifique. Et aussi, la dernière condition, c'est nettoyable. Vous devez pouvoir le nettoyer. Donc là, c'est les normes pour le stockage de ces dasseries. Donc finalement, si vous êtes un cabinet spécifique en implantologie, que vous faites énormément d'implantos, vous avez beaucoup de dasseries. À aucun moment, vous pouvez le stocker dans votre stérilisation. Si vous êtes un cabinet avec une belle petite partie de chirurgie quand même, vous avez pas mal de chirurgie, c'est pareil, vous n'allez pas pouvoir le stocker dans la salle de stérilisation. Et si vous faites moins de 5 kg par mois, vous ne devez pas être proche de zones de chaleur. Donc, bon, la stérilisation, finalement, pour stocker les dasseries, c'est absolument pas un bon calcul et ça ne répond pas du tout à toutes ces conditions-là. Donc, on ne peut pas stocker les dasseries dans une salle de stérilisation.
Ensuite, dernier petit point à voir pour ces dasseries, la traçabilité obligatoire. Effectivement, vous êtes obligé de garder une preuve de la traçabilité de la gestion des dasseries. Votre société qui va venir enlever ces dasseries va vous laisser un bordereau, CERFA, que vous devez absolument conserver pendant minimum 3 ans et vous devez avoir la preuve que vous donnez à une société la gestion de vos dasseries. Donc ça, c'est la gestion donc de ces déchets d'activés de soins à risque infectieux. Pour faire un petit rappel sur la typologie des déchets, pour revoir un petit peu nos bases, vous avez les DAOM, donc c'est les déchets assimilables aux ordures ménagères. Donc en fait, c'est votre poubelle avec votre sac noir où vous allez mettre tous les emballages donc des instruments, tout ce qui est déchets mous non contaminés, les plateaux plastiques qui ne sont pas sales, où il n'y a pas de contamination. Tout ça, vous le mettez en fait dans cette poubelle noire, cette poubelle qui est spécifique au DAOM. Et à côté de ça, vous avez les dasseries, donc les déchets d'activité de soins à risque infectieux, votre poubelle jaune, où là, vous allez mettre tous les dispositifs médicaux, donc réformés, abîmés, cassés, donc les instruments qui sont finalement abîmés, mous et contaminés. Voilà, donc en fait, ou alors vous avez aussi, les déchets spécifiques comme les aiguilles, tout ce qui va être coupant, piquant et tranchant, qui va rentrer là dans un bac bien spécifique au PCT, et c'est le bac à aiguilles. Donc vous avez vraiment 2 typologies de déchets, et c'est à vous de faire le tri, parce que ce qui est important aussi de noter, c'est que la gestion des dasseries, quand vous avez une société qui vient et qui enlève vos dasseries, c'est un coût, et c'est pareil, c'est facturé au mois, donc c'est quand même très onéreux. Donc il faut bien trier ces déchets, notamment pour réduire les coûts, mais il faut aussi bien trier ces déchets pour pas que demain, la femme de ménage qui prend votre sachet avec les ordures ménagères et qu'il y a une aiguille qui ressort et qui se pique, je peux vous assurer que le cabinet, il est très très mal. Hein. Donc il faut vraiment faire très attention à ça parce que ça implique quand même des gros risques aussi et il faut bien suivre les règles. Ça, c'est le code de la santé publique qui nous l'impose. D'accord? Donc il faut connaître vraiment les différentes typologies des déchets, il faut savoir faire le tri et il faut avoir le matériel nécessaire au cabinet. Dans votre salle de soins, vous devez avoir ces poubelles et ce bac à aiguilles. Et ça ne doit pas être dans une salle au fond et vous ne devez pas vous balader avec votre plateau plein de dasseries, ces éléments contaminés pour aller les déposer ou alors avec votre aiguille au pire et aller le déposer dans un bac qui finalement est centralisé dans la ST parce qu'il y a 4 cabinets qui tournent autour. Non, ça ne doit pas fonctionner comme ça. Ça prend trop de risques et c'est absolument pas ce qui est préconisé. Pour ce qui concerne les déchets d'amalgame dentaire, là, il y a aussi un circuit qui, à lui, est réellement bien spécifique. Mais je ne vais pas pouvoir vraiment rentrer là-dedans, mais il faut savoir qu'il y a quand même un circuit spécifique pour les déchets d'amalgame. On y est presque, on arrive au dernier point, ne pas respecter les différentes zones de la salle de stérilisation. Alors ça, c'est vraiment indispensable, il faut prendre en compte cette donnée parce que c'est vraiment important. Là, vous avez le schéma d'une salle de stérilisation. Donc, vous avez 2 zones vraiment prédéfinies dans une salle de stérilisation. Vous avez la zone propre et vous avez la zone sale. Bien évidemment, à aucun moment, vous devez croiser les instruments dans ces zones. C'est-à-dire, si vous arrivez avec vos dispositifs médicaux souillés, je ne sais pas si vous voyez bien avec la souris, et que vous rentrez par la partie propre, là, vous n'êtes pas bon, forcément. Vous risquez de contaminer la zone propre. Donc, si vous avez votre plateau sale, vous passez par la zone sale. Vos instruments rentrent dans le schéma donc de la zone sale, c'est-à-dire l'évier de nettoyage. Ils vont passer en bac de désinfection, ultrasons, gamma sonique, un évier de rinçage, bon, si vous avez la chance d'avoir ces doubles bacs, et votre thermodésinfecteur, par exemple. Après, il faut voir comment c'est fait chez vous. Mais il faut vraiment respecter les différentes zones. Pareil, votre zone propre, vous avez vos instruments qui sont propres, ils sortent de l'autoclave, vous ne pouvez pas aller les poser ici pour les stocker, alors que c'est là où normalement vous déposez vos instruments souillés. C'est pas cohérent. Il faut vraiment respecter, ça risque de la contamination et il faut vraiment prendre ce circuit et imposer ce circuit vraiment de marche en avant. Maintenant, là, on a un schéma qui est super, c'est-à-dire que vous avez une entrée et une sortie. Il y a plein de salles de stérilisation où finalement vous n'avez qu'une entrée. Maintenant, à vous de définir si vous pouvez par exemple mettre ici votre zone sale et ici votre zone propre. Et dans ce cas-là, les instruments ne rentrent pas en interaction les uns avec les autres. Et là, vous ne croisez pas. Il faut essayer aussi de s'adapter à l'environnement qu'on a et il faut prendre cette démarche et faire en sorte de réduire les risques et d'être cohérent et de ne pas stocker n'importe où ces instruments propres et de ne pas déposer des plateaux souillés sur un plan de travail juste avant de mettre
la mise en sachet, par exemple. Voilà, ça, il faut vraiment essayer de réduire ces petites fautes et de respecter vraiment la zone propre, la zone sale et de faire un circuit de marche en avant pour avoir une stérilisation cohérente et une salle de stérilisation vraiment cohérente. On fait un petit point, donc cette chaîne de stérilisation avec ce système de marche en avant. On va reprendre un peu tous les points qu'on a pu voir. Donc, premier point, l'utilisation donc des dispositifs médicaux qui vont aller vers un circuit de pré-désinfection. Une fois qu'ils sont passés en pré-désinfection, ils rentrent en nettoyage et désinfection. Ensuite, ils vont être mis en sachet, séchés, mis en sachet. Ensuite, ils vont être stérilisés. Ils vont être contrôlés. À vous de contrôler la charge qui ressort de l'autoclave, vous assurer qu'elle est sèche et qu'elle ne nécessite pas de refaire la chaîne complètement. Ensuite, on va prendre en compte, comme on a dit, la zone de stockage qui doit être réellement adaptée. Et pour finir, on redistribue les instruments dans la salle de soins. Et là, on est dans un circuit, donc 2 marches en avant avec une chaîne de stérilisation qui fonctionne et qui est réellement optimum. Alors, on a fait le tour pour la stérilisation. J'ai beaucoup parlé. Donc maintenant, je vais vous laisser un petit peu la parole. C'est le moment. On va voir un petit peu ensemble toutes les questions que vous avez à me poser. Je vais essayer de répondre au maximum à vos questions. Maintenant, voilà, si je ne peux pas y répondre aujourd'hui, vous pouvez me faire un petit retour par mail et je reviendrai vers vous. Et si vraiment vous avez besoin qu'on revoie ça ensemble de manière plus approfondie, j'essaierai de faire des petits coachings en stérilisation pour aider tout le monde à mettre en place un circuit qui soit vraiment cohérent. Alors, qu'est-ce qu'on a un petit peu comme questions qui reviennent? Allez-y, c'est le moment. Hein. J'essaie de rester pour vous et de voir un petit peu ce qu'on peut voir ensemble. Il ne faut pas oublier non plus le rinçage. Oui, Nathalie me dit il ne faut pas oublier non plus le rinçage. Effectivement, je n'ai pas précisé le rinçage parce que je suis partie sur un circuit, c'est vrai, où généralement on a des gammes maçonniques. Effectivement, il faut l'action mécanique, il faut passer aux ultrasons, il faut rincer les instruments et il faut les sécher. Bien évidemment, il ne faut pas, ça c'est important aussi, si vous êtes sur un schéma de stérilisation manuelle, n'oubliez pas le rinçage, c'est important de le noter. Oui, c'est même, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Noélie, oui, c'est même conseillé les 2 bacs dans la salle de soins. Alors, j'essaie de reprendre un petit peu tous les échanges que vous avez sur le chat. C'est pas évident pour moi. Par contre, si vous avez des questions, essayez de me les poser maintenant. Comme ça, je peux me consacrer vraiment à toutes les questions que vous avez à me poser. Alors, Angélique, un film blanc apparaît sur mes miroirs à la sortie de l'autoclave. Est-ce normal? Je ne suis pas sûre que ça soit vraiment normal. Si vos miroirs étaient bien avant de passer dans la charge, il y a peut-être un souci lié en fait à la vapeur d'eau et du coup au bon fonctionnement de votre autoclave. C'est pas normal. Votre miroir, s'il est bien avant de passer en sté et qui ressort avec un espèce de dépôt ou quelque chose d'opaque sur le miroir, c'est qu'il y a peut-être un problème de réglage au niveau de l'autoclave. Je pense quand même qu'il faut creuser dans ce sens-là et vous assurer du bon fonctionnement de votre autoclave et de voir peut-être pour une maintenance. Je souhaite savoir si, Kathleen me dit, je souhaite savoir si le fait de faire le trempage désinfectant dans l'ultrason, est-ce que ça cause un problème? Vous n'avez pas du tout possibilité donc d'avoir un bac de pré-désinfection, Kathleen, au cabinet, un bac pour pouvoir le mettre dans la salle de soins, je dirais, plus spécifiquement. Parce que, en l'occurrence, ce qui est bien, c'est quand même d'avoir une pré-désinfection avant de les mettre en ultrason, puisqu'en fait, l'ultrason va, lui, réaliser l'action désinfectante en faisant vibrer, décoller toutes les particules, donc par son principe, mais c'est quand même mieux si vos instruments sont immergés avant dans un bac. Il est quand même plus recommandé de prendre un bac de pré-désinfection et de le mettre au plus proche de la salle de soins. C'est pareil, ça reste dans cette démarche de cohérence où finalement, vous allez immerger vos instruments au plus près du soin qui a été réalisé pour limiter les risques. J'espère que j'ai répondu à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui reviennent? Bonjour. Alors, Magali me dit « Vraiment bien cette vidéoconférence, mais j'ai une petite question sur l'organisation du cabinet. Peut-on mettre les bacs de décontamination dans la salle de soins ?»
Les bacs de pré-décontamination, oui, ils sont extrêmement recommandés d'ailleurs, d'avoir vos bacs. Alors, il est recommandé surtout d'avoir des bacs qui sont fermés. Ils ne doivent pas être ouverts. Vous devez avoir un couvercle fermé. Et vous avez ces petits bacs de pré-décontamination, généralement de 2 litres, dans lesquels vous mettez votre solution de pré-décontamination et qui est au plus proche de la salle de soins, effectivement, pour toujours réduire les risques, pour ne pas vous balader avec vos instruments jusqu'à la ST. Ils doivent rester dans la salle de soins, à condition qu'ils soient réellement fermés. Voilà, du coup, j'espère que j'ai répondu à cette question. Ensuite, j'essaie de les prendre au fur et à mesure. Valérie, comment gérer la traçabilité du matériel qui ne passe pas dans l'autoclave? Exemple, tube d'aspiration en silicone, cela passe par le bac rinçage puis stockage. Alors, les tubes d'aspiration en silicone, donc c'est pas de l'usage unique que vous utilisez, Valérie, c'est juste qu'ils n'arrivent pas à passer à l'autoclave. Alors, si c'est disons que si c'est des instruments ou des dispositifs médicaux qui ne passent pas à l'autoclave, par exemple au test Prion, parce que peut-être qu'après ils ne le supportent pas ou qu'ils ne sont pas prévus pour, il y a des cycles spécifiques avec des températures plus basses qui n'abîment pas ces genres d'instruments. Moi, j'ai eu le cas aussi avec les écarteurs de bouche. Quand vous mettez les écarteurs de bouche un peu en plastique, pour prendre les photos, ou souvent ça va parler aux orthos, il y a des fois où ils n'aiment pas du tout passer à la chaleur. Et là, il faut rentrer sur un cycle spécifique. Sinon, le mieux, c'est de faire de l'usage unique ou d'utiliser vraiment du stérilisable. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Après, il faut s'adapter en fonction de la pratique. Jacqueline, du coup, peut-on utiliser pour nettoyer les instruments si on ne peut plus utiliser les cardes? Alors oui, Marion, c'est vrai. J'ai parlé des cardes, il faut qu'on revienne sur les cardes. Les cardes, elles ont été enlevées du marché, c'est vrai. Moi, j'en ai encore quelques-unes au cabinet. Il y a des brosses qui sont réellement spécifiques pour nettoyer tous les instruments et qui sont en plus stérilisables. Donc après, il faut regarder un peu chez les fournisseurs. Normalement, même appeler les fournisseurs pour qu'ils vous orientent un petit peu mieux. Et vous verrez que vous pouvez avoir donc du matériel pour nettoyer vos instruments qui est stérilisable et du coup, vous réduisez les risques. Après, des fois, c'est pas très pratique. La carte, elle était pratique pour les fraises, c'était petit. Il faut s'adapter en fait. Il faut vraiment s'adapter. Alors, Aline, comment faire la traçabilité quand tout n'est pas sous sachet? Alors, Aline, est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus de précision? Parce que, c'est-à-dire, quand tout n'est pas sous sachet, de quel dispositif médicaux vous parlez? Puisque là, on est exclusivement sur quelque chose qui rentre dans la chaîne de stérilisation. Si vous pouvez me donner quelques éléments en plus pour que je puisse vraiment bien répondre à vos questions. J'attends votre retour, voir si vous pouvez me donner l'info, parce que si c'est pas sous sachet, du coup, vous faites un cycle de désinfection et pré-désinfection. Par exemple, je sais pas, peut-être pour qu'est-ce que vous pouvez ne pas passer entièrement sous sachet. Vous faites une décontamination, une pré-décontamination, un nettoyage efficace et vous laissez, je sais pas, peut-être les produits. Faut que vous m'aiguillez un petit peu plus pour que je puisse vous répondre au mieux là-dessus. En attendant, qu'est-ce que j'ai comme quel cycle du coup pour les écarteurs, me dit Jacqueline. Aline, les miroirs et pré-sel. Les miroirs et pré-sel, ils doivent passer en sachet pour moi. Ça rentre, si c'est des instruments inox et stérilisables, miroir pré-sel, tout instrument qui va aller dans la bouche du patient, s'il n'est pas à usage unique, il va dans un sachet. Donc, c'est obligatoire. Voilà. Après, tout ce qui est spatule, par exemple, pour faire les empreintes, spatule à mélanger pour vos empreintes et votre bol d'alginate, vous n'allez pas le mettre dans l'autoclave. Donc là, vous le nettoyez, vous le désinfectez, parce que finalement, ça ne rentre pas dans la catégorie des actes, vraiment des dispositifs qui sont à risque, qui ne sont pas en contact direct avec la bouche du patient. Votre spatule pour faire l'alginate, elle va aller déposer le produit sur le porte-empreinte, mais elle ne va pas dans la bouche du patient. Donc, il n'y a pas le même circuit en fait. Par contre, pré-sel miroir, pour moi, sauf si c'est d'usage unique, ça passe en stérilisation obligatoire et ça rentre dans le circuit. Comment désinfecter une lampe à polymériser pour Isabelle? Lingette, produit, solution, c'est pas stérilisable. Donc, on réduit les risques, on réduit toutes les contaminations et on fait une désinfection bien spécifique. Alors, Stéphanie, pensez-vous qu'après la crise sanitaire actuelle, toute notre façon de gérer la décontamination du cabinet sera à revoir dans son ensemble? Honnêtement, je ne sais pas si je peux vraiment donner mon avis sur le sujet. Personnellement, je pense qu'ils vont nous demander peut-être de rajouter des étapes. Alors, soit, comme j'essaie de vous l'expliquer,
de définir quels sont les patients à risque et quels sont les patients qui ne sont pas à risque et de séparer les circuits, ou alors peut-être de nous demander d'utiliser peut-être des produits qui seront plus actifs, de changer certains produits, d'avoir obligatoirement des produits vraiment plus normés, ou alors ils vont peut-être nous demander une étape supplémentaire dans la chaîne de stérilisation, les ultrasons peut-être plus longs, je ne sais pas. Honnêtement, là, je n'ai pas d'idée sur la question parce que je n'ai pas vu de protocole passer. On a tout sort de discours. C'est vrai que ce n'est pas évident à appréhender. Maintenant, j'ose espérer qu'ils ne vont pas tout chambouler du jour au lendemain. On a quand même déjà des pratiques qui sont assez importantes dans une démarche de prévention, de réduction du risque. C'est des produits qui fonctionnent. Ça marche d'ailleurs avec les ATNC. Pourquoi ça ne marcherait pas avec le Covid-19? Voilà, on a déjà des produits qui arrivent à répondre à des agents transmissibles non conventionnels comme celui pour la maladie de Creutzfeldt-Jakob, qui était quand même quelque chose d'ultra important. Il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas les solutions aussi pour le Covid-19. J'essaie de répondre encore à une ou deux questions et après, je vais devoir malheureusement vous laisser parce que je vous ai déjà gardé bien longtemps et je suis super en retard. Mais bon, c'est pas grave, je le fais avec grand plaisir. Laetitia me dit, nous sommes 3 AD pour 3 praticiens. Chacune ne fait la ST de la même manière. 4, c'est compliqué. Alors oui, Laetitia, c'est vrai que c'est pas facile quand on est à plusieurs dans un cabinet, c'est vrai. D'où l'importance en fait de mettre en place des protocoles. D'où l'importance d'être formé et d'avoir des protocoles de stérilisation. Vous devez en fait avoir des protocoles pour tout au cabinet, c'est important pour votre organisation. Si vous avez des protocoles de stérilisation prédéfinis, finalement, on impose à tout le monde d'avoir la même marche à suivre. Chacun ne fait pas comme il veut parce que c'est pas chacun fait comme il veut, c'est chacun doit faire comme on nous demande de le faire et en répondant à toutes les normes qui nous sont imposées. S'il y a un protocole prédéfini, tout le monde doit suivre ce protocole prédéfini. Et là, en l'occurrence, si vous êtes à 4, je ne sais pas si vous avez quelqu'un sur l'ordinateur ou si c'est les praticiens qui gèrent ensemble, ça serait peut-être judicieux de vous réunir tous ensemble avec les praticiens et de définir une marche unique pour la stérilisation pour l'ensemble du cabinet. Après que chacun fasse sa ST, ok. Par contre, les protocoles et les pratiques doivent être identiques pour tout le monde parce qu'il y a un protocole qui est prédéfini et qui est identique et que tout le monde doit suivre. C'est pas chacun fait comme il veut. Donc, la réunion, la communication, moi, je serais d'avis de remettre un peu tout ça à plat et ensemble d'établir un protocole de stérilisation qui correspond vraiment à votre pratique du cabinet et où vous définissez vraiment le circuit de stérilisation complet. Voilà, je pense que j'ai essayé de répondre vraiment au maximum à vos questions. Ça fait déjà une heure et demie que je vous retiens. Je vais vous laisser aussi partir. N'hésitez pas, si vous avez vraiment besoin d'approfondir, je peux vous proposer les coachings. Il y a la formation de traçabilité si vous voulez aller sur ce point, essayer de développer et voir comment la mettre en place. Pour l'heure, je vous laisse. J'espère que vous avez passé une bonne conférence et que j'ai pu répondre un petit peu à toutes vos questions et à vos attentes. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle formation. Merci encore d'être là et à très vite. Bye bye.